Bonjour à tous! Aujourd'hui, je vais essayer de répondre à la question qui a peut-être fait couler le plus d'encre et de larmes sur cette terre, c'est... L'évolution émotionnelle est une discipline qui a été mise en avant en premier lieu par le très célèbre Charles Darwin. Il a été le premier à comprendre qu'à travers les siècles et les millénaires, nous n'avons pas seulement évolué biologiquement, mais aussi émotionnellement. Pourtant, si vous tapez « évolution émotionnelle » sur Google, à moins de parler anglais, vous n'allez pas trouver grand-chose. Et en effet, comme il est très difficile, voire impossible, d'appliquer une démarche scientifique pour valider une théorie, l'évolution émotionnelle est très souvent mise de côté par le corps scientifique. Et c'est très dommage. Cela dit, en reliant les points à partir des informations qu'il est possible d'avoir, je vais essayer de mettre en lumière cette discipline qui, personnellement, me fascine. Parmi toutes les émotions que l'on a été amené à ressentir pendant notre évolution, il y en a une qui a fait changer grandement nos comportements, c'est bien évidemment l'amour. Mais quelle est l'utilité de l'amour ? Comment l'amour était-il perçu dans l'histoire et quand est-il apparu dans une œuvre pour la première fois? Pourquoi la nature nous a donné cette fragilité supplémentaire d'avoir besoin d'amour? L'amour est-il seulement une émotion? Et sinon, sous quelle forme se présente-t-il? Et enfin, est-il possible d'observer l'amour? Comme les réponses que je vais donner à ces questions sont basées sur un mélange d'informations pas toujours complètes et d'intuitions, je vous invite à ne pas avaler d'une traite tout ce que je vais dire dans cette vidéo. Cette précision étant faite, on peut s'attaquer au vif du sujet. C'est parti. Young man, why are you eating that fish? The young man says, because I love fish. He says, oh, you love the fish? That's why you took it out of the water and killed it and boiled it. He says, don't tell me you love the fish. You love yourself. And because the fish tastes good to you, therefore you took it out of the water and killed it and boiled it. Too much of what is called love is fish love. Right? An external love is not on what I'm going to get, but what I'm going to give. Pourquoi dans un couple, il y en a souvent un, voire les deux, qui a tendance à manger du poisson sans forcément s'en rendre compte? Pour répondre à cette question, on va devoir remonter jusqu'au XIIIe siècle où s'est déroulée une expérience qui a eu des résultats étranges. L'empereur romain Frédéric II, qui régna de 1215 à 1250, était d'une curiosité insatiable. Un jour, il décida de rassembler 6 bébés et demanda aux nourrices de ne pas leur adresser un seul mot et de ne s'approcher d'eux uniquement pour les nourrir. Le but de l'expérience était de voir si les jeunes enfants allaient développer un langage entre eux. Mais, au bout de quelques jours, les 6 nourrissons meurent. Salin Bénet de Parme, un intellectuel qui vécut auprès de l'empereur, dont on peut trouver les mémoires dans ce livre, expliqua: les nourrissons ne peuvent vivre sans tendresse ni sourire, sans les encouragements et les voix des nourrices. Cette évidence, l'empereur Frédéric II, qui avait par ailleurs du génie, n'était visiblement pas assez humain pour l'accepter. L'empereur manquait-il d'humanité ou s'enferma-t-il dans le déni pour ne pas avoir à assumer la mort malencontreuse de ses 6 bébés? Nul ne le sait vraiment. Quoi qu'il en soit, dans les siècles qui suivirent, cette expérience aux résultats tragiques tomba dans l'oubli. En 1940, le psychiatre René Spitz montre que l'enfant comprend très vite que pleurer est une stratégie efficace pour faire venir sa mère et qu'un enfant séparé précocement de sa mère présente des états dépressifs. Au début des années 1960, le psychanalyste John Bowlby, à contre-courant de son époque, conclut dans ses recherches que l'attachement répond à un besoin aussi primaire que la faim. En 1974, Byron Egeland et Alan Sroufe observent que les bébés ayant bénéficié d'une forte sécurité de leur mère se montraient plus empathiques une fois enfants et que les autres enfants se montraient plus chaleureux à leur égard. A l'inverse, les bébés dont les mères avaient tendance à ignorer les pleurs ou à y répondre tardivement, se montraient agressifs en grandissant, avaient tendance à rechercher de l'attention mais n'obtenaient que de l'hostilité en retour. En 1966, le dictateur roumain Nicolae Ceausescu, dans toute sa folie, exige des familles d'avoir au minimum 5 enfants pour pouvoir peupler la nation. En 1990, à la chute du régime, des centaines d'enfants seront retrouvés morts dans des orphelinats. Je ne vous montrerai pas d'images. Et parmi eux, certains ne sont morts ni de famine, ni de maladie. Les psychanalystes et les aides humanitaires font exactement la même conclusion que Salin Bénet de Parme avait déjà fait 8 siècles plus tôt. Cela ne fait donc que depuis quelques décennies que nous savons que l'amour est un besoin vital pour l'être humain et qu'un bébé qui n'en reçoit pas meurt. Qu'on a autant besoin d'amour et de sécurité que nous avons besoin d'air pour respirer. Un bébé qui ne reçoit pas du tout d'amour meurt. L'être humain est donc capable d'aimer, de donner de l'amour, mais il a aussi besoin d'amour. Aimer et avoir besoin d'amour sont deux notions distinctes. Pourtant, actuellement, il semblerait que ces deux notions soient souvent confondues. Mais alors, pourquoi? Pourquoi est-on capable de faire cette confusion si facilement? Pour répondre à cette question, cette fois-ci, on va devoir s'intéresser à la façon dont l'amour était perçu tout le long de notre histoire,
mais aussi et surtout, on va voir à quelle fréquence le besoin d'amour y apparaissait. Et vous allez voir qu'il va se passer quelque chose d'assez amusant à remarquer. Alors, la toute première fois que l'amour apparaît dans un texte, c'est ni plus ni moins dans la toute première œuvre littéraire de l'humanité, l'épopée de Gilgamesh. Ce récit a été retrouvé sur des tablettes en argile qui datent du XVIIIe siècle avant Jésus-Christ. La toute première déesse qui y apparaît, c'est Ishtar, la déesse de l'amour, et au tout début du récit, il est question d'une histoire d'amour entre l'ami du héros et une courtisane. Dans cette histoire, la notion d'aimer y apparaît à plusieurs reprises, mais par contre, la notion du besoin d'amour n'y apparaît tout simplement pas. Dans la Grèce antique, ils avaient au moins 8 façons différentes de définir l'amour. Et parmi eux, il y a mania, qui pourrait être traduit par besoin d'amour, voire même besoin d'amour obsessionnel. Donc forcément, il est trouvable. Et en effet, dans l'Iliade et dans l'Odyssée, qui furent écrits au 8e siècle avant Jésus-Christ, il y a beaucoup d'amour à donner, il y a beaucoup de parties de jambes en l'air aussi, mais par-ci par-là, on peut trouver des phrases qui expriment le besoin d'amour. Dans la Bible, qui fait quand même 1300 pages écrites en petit, oui, j'étais motivé, la notion d'aimer y apparaît des centaines et des centaines de fois, ce que je trouve être une belle chose, bien évidemment. J'ai du mal à croire la Bible, même si j'aime ses enseignements. Mais la notion du besoin d'amour n'y apparaît pas. Sauf dans un chapitre qui est un recueil de poésie s'appelant Le Cantique des Cantiques, et où pendant 5 pages, on peut trouver le besoin d'amour à quelques reprises. À partir de la seconde moitié du Moyen-Âge, il n'y a enfin plus besoin de jouer à Où est Charlie avec le besoin d'amour, on le trouve très facilement. Parce que c'est pendant cette période que va apparaître la notion d'amour courtois, où l'homme, très souvent un noble ou un chevalier, va témoigner de son désir d'être aimé par celle qu'il convoite pour pouvoir la séduire. Donc dans les œuvres de l'époque, les notions d'aimer et du besoin d'amour étaient souvent mises ensemble à part égale, comme ce fut le cas pendant le XIIe siècle où furent écrits Tristan et Iseux, les chansons de Guillaume IX, les romans de Chrétien de Troyes, ou encore le très célèbre Les Chevaliers de la Table Ronde. Par contre, j'ai une théorie très solide sur l'origine des rapports amoureux. Enfin, sur la façon dont on est passé de rapports purement reproductifs et sexuels à une prise de tête permanente sur le fait d'aimer et d'être aimé. Je t'écoute. Et ben voilà. Je suis persuadé que l'amour est un canular qui a mal tourné. C'est une sorte d'intox monumental qui a complètement échappé à son créateur. Alors je sais pas quand ça a commencé, mais je situe quand même ça entre fin 11e et début 12e siècle, en plein Moyen-Âge. Et maintenant, on va faire un dernier bond jusqu'à notre époque et on va s'intéresser à Twilight. Alors, pour faire très simple, Bella est une mangeuse de poissons, en référence aux paroles de ce monsieur, qui est tellement centrée sur elle-même qu'elle ne considère que très peu les deux autres protagonistes. Là où il y a 2000 ans et plus, c'était compliqué de trouver le besoin d'amour, et bien dans Twilight, c'est devenu l'inverse. Il est tellement omniprésent que ça peut en devenir chiant, faut le dire. Tu as accepté ma main, Madame Cullen. Tu vas devenir sa femme. Oh non. Il mérite de savoir. Attends, qu'est-ce qui se passe là, hein? Ils méritent pas que de savoir, les mecs, hein? Ils méritent surtout que Bella mette l'éclair, non? Attends, je t'en prie. Bella, laisse... Lâche-moi. Jacob, reviens. Allez, ça m'a saoulé, hein? Moi je suis pas venu ici pour regarder les anges de la télé-réalité, les mecs, donc meuf, tu fais un choix et tu casses pas les couilles, d'accord? Mais le truc, c'est que Twilight n'est pas du tout un cas à part. Si vous allumez la radio, vous entendrez que dans la grande majorité des chansons, écrites par des hommes ou par des femmes, c'est pareil, la notion du besoin d'amour a complètement remplacé l'acte d'aimer. Et je pense donc que c'est cette surreprésentation du besoin d'amour dans notre culture actuelle qui peut nous faire confondre aimer et avoir besoin d'amour. Les chanteurs qui chantent l'amour comme le faisait Daniel Balavoine, il n'en existe qu'une minorité, et je trouve ça dommage. We can love. Not the love you hear in your favorite song on the radio. I mean real love, true love, boundless love. Perform an act of kindness because that is contagious. We can be mindful during every interaction, planting seeds of goodness, showing a little more compassion than usual. Avant de passer à la suite, je suis obligé de faire un rapide résumé de ma vidéo précédente où je développe l'idée que le racisme c'est juste de la peur, mais aussi et surtout, je présente ce graphique. Alors, pour faire très simple, la peur a été notre unique émotion racine pendant des millions d'années. Puis nous avons développé la capacité à ressentir l'amour. Et à partir de ce moment, l'amour n'a jamais cessé de s'étendre à travers les individus. Et si on n'est pas forcément au courant de ce phénomène, c'est principalement parce que notre cerveau nous biaise de multiples façons et nous fait faussement idéaliser le passé. Je tiens juste à alerter sur le biais cognitif qui tend à faire dire « c'était mieux avant » à tout le monde.
Autrement dit, à se méfier des gens qui disent « c'était mieux avant » sans avoir vraiment réfléchi à la question. Et en effet, quand on regarde les chiffres pour chercher à comprendre comment l'amour a fait évoluer nos comportements, on se rend compte que contrairement aux idées reçues, l'être humain est devenu de plus en plus tourné vers autrui, de plus en plus passionné, de moins en moins violent, etc. Le chercheur Steven Pinker met très bien en avant ces chiffres dans certaines de ses conférences. En voici un extrait. The red bars correspond to the likelihood that a man will die at the hands of another man as opposed to passing away of natural causes. In a variety of foraging societies, the tiny little blue bar in the lower left-hand corner plots the corresponding statistic from the United States and Europe in the 20th century. It includes all the deaths of both world wars. If the death rate in tribal warfare had prevailed during the 20th century, there would have been 2 billion deaths rather than 100 million. Et comme l'amour est en expansion et que nos actions sont animées soit par l'amour, soit par la peur, you will only ever have two choices, love or fear. Alors plus on sera motivé par l'amour, moins on sera motivé par la peur. Voilà pour le résumé. Alors, si ce graphique vous semble toujours un peu flou, ce que je peux comprendre bien évidemment, ou si vous êtes du genre à vous indigner à la première occasion sans chercher à comprendre, alors je vous invite soit à appuyer sur pause et à d'abord aller voir ma vidéo précédente, soit à juste quitter cette vidéo si vous vous reconnaissez dans le deuxième cas, parce que la suite va être encore plus exotique. On va dire ça comme ça. Donc on a ce graphique, mais on ne va pas se contenter de le couper jusqu'à notre époque actuelle. Non, on va le couper jusqu'au moment où l'amour venait d'émerger. Voilà, ici c'est parfait. Et maintenant, je vais vous poser une question. Imaginez que vous êtes la vie. Rien que ça. Vous êtes la vie dans son ensemble. Vous voyez dans l'amour un potentiel immense et vous voulez vous assurer qu'il continue de se propager. Comment faites-vous? Eh bien, je vous ai déjà donné la réponse en début de vidéo. Vous devez créer le besoin d'amour. Et oui, si quelqu'un a besoin de nourriture pour vivre, il va tout faire pour en avoir. Si quelqu'un a besoin d'argent pour vivre, il va tout faire pour en avoir. Si quelqu'un a besoin d'amour pour vivre, il va tout faire pour en avoir. C'est toujours pareil en fait. Si vous voulez pousser quelqu'un à avoir quelque chose, il vous suffit de lui créer le besoin d'en avoir. Stylo. Tiens, montre-leur. Boum! Vends-moi ce stylo. Allez, vas-y. Tu veux que je vende ce stylo de merde? Y a pas plus fort que ce gars. Ce stylo. Il vous vend n'importe quoi. Sois sympa, signe-moi un autographe sur ta serviette, s'il te plaît. J'ai pas de stylo, moi. Exactement, l'offre et la demande, mon vieux. Voilà, qu'est-ce que je vous disais? Là, il a créé le besoin. Oui, mais ça ne pouvait pas être aussi simple. Parce que là, on est face à un deuxième problème, et pas des moindres. Comment faire pour obtenir quelque chose qui n'existe encore que trop peu? Eh bien la solution, c'est de le créer. Et c'est pendant cette période que va se produire la complexification de nos émotions. Alors, la complexification de nos émotions est un sujet extrêmement vaste dont je ferai une vidéo un jour. Mais pour le moment, on va se contenter de seulement aborder très brièvement deux émotions. Il faut savoir que notre cerveau nous fait ressentir des émotions dans le but de nous pousser à faire quelque chose. Sois attentif à ce que tu ressens. Mais comme on n'a pas forcément conscience de l'utilité de nos émotions et que notre conditionnement culturel et sociétal ne nous aide pas vraiment, on peut ne pas forcément comprendre ce que notre cerveau cherche à nous faire comprendre. Ton cerveau te parle, mais tu comprends rien à ce qu'il dit. Par exemple, on a tous fait au moins une fois cette expérience d'avoir besoin d'amour et de faire une action dans le but de recevoir cet amour. C'est d'ailleurs une façon de faire qui a été amplifiée avec les réseaux sociaux. Et en agissant de la sorte, on ne va pas réellement ressentir de la joie, mais plutôt une sorte de soulagement qui va très vite s'estomper avec le temps. Ce qui va nous pousser à en recevoir encore plus et éventuellement nous faire rentrer dans une sorte de spirale addictive tel l'effet d'une drogue. Mais on a tous aussi fait cette expérience d'avoir ce même besoin d'amour, mais cette fois-ci, au lieu de chercher à en recevoir, on va le créer nous-mêmes cet amour. On va le créer en utilisant notre capacité à aimer. Ce qui va nous faire ressentir une joie réelle que l'on n'aurait pas ressentie si on avait choisi le premier scénario. Et donc en fait, le besoin d'amour de l'être humain adulte, comparé à celui d'un bébé qui doit apprendre, ne serait pas réellement là pour le pousser à en recevoir, mais surtout pour le pousser à aimer. Parce que c'est justement l'acte d'aimer qui va permettre à l'amour de se créer et de continuer de se propager. Et nos émotions, ici la joie, est un moyen de nous montrer cette voie. Fais une action pour revenir à ton émotion de base, la joie.
c'est la seule de tes émotions que ton cerveau essaye de reproduire en permanence. Avant de passer à la suite, j'ai envie de chercher à comprendre comment notre besoin d'amour a-t-il pu évoluer à ses débuts. Et pour cela, on va faire ce qu'Einstein appelle une expérience de pensée. Et pour ce faire, il nous faut un nouveau graphique où je vais vous présenter plusieurs scénarios possibles. Premier scénario. Est-il possible que notre besoin d'amour ait atteint un certain stade avant même que l'on développe la capacité à aimer? Ben non, impossible. Si on avait besoin d'amour avant même d'être capable d'aimer, quand on était encore des poissons qui venaient de sortir des eaux par exemple, eh bien, on serait juste mort en fait, et notre évolution biologique n'aurait jamais pu continuer. Donc ce scénario est clairement impossible. Deuxième scénario, est-il possible que notre besoin d'amour ait directement atteint un certain stade au moment où on a commencé à développer la capacité à aimer? Eh bien, toujours pas. Si notre besoin d'amour est trop fort comparé à l'amour qui peut être produit, alors cela nous mènerait aussi à une mort certaine. Qu'on a autant besoin d'amour et de sécurité que nous avons besoin d'air pour respirer. Un bébé qui ne reçoit pas du tout d'amour meurt. Donc ce scénario est aussi impossible. Notre besoin d'amour, à ses débuts, n'a pu évoluer que d'une façon très similaire à notre capacité à aimer. C'est-à-dire en grandissant progressivement en démarrant de zéro. Donc maintenant, troisième scénario, est-il possible que notre besoin d'amour ait évolué de cette façon? Eh bien, oui, ce scénario est possible, il est possible. Par contre, moi, il y a quelque chose qui me dérange dans ce graphique. Pourquoi notre besoin d'amour aurait-il stagné au bout d'un moment, alors que justement, la vie a tout à gagner à ce qu'il continue d'évoluer? Et oui, si l'amour est devenu un besoin vital pour l'être humain et que son besoin d'amour augmente progressivement, alors il sera contraint malgré lui de fournir toujours plus d'amour. Donc on peut très bien poser l'équation suivante. Besoin d'amour en expansion égale garantie que l'amour soit en expansion. Et comme depuis que l'amour existe, l'amour n'a jamais cessé d'être en expansion, on sait que c'est ça qui s'est passé, alors on peut penser très facilement que le besoin d'amour est en expansion. Et ce serait ouf! Il y aurait tellement, mais alors tellement de choses à comprendre sur nous-mêmes ou sur notre évolution à partir de cette simple information. Par exemple, à moins que vous ne soyez un pessimiste chevronné, vous avez sans doute déjà remarqué dans des faits passés que quoi qu'il advienne, le bien finira toujours par triompher tôt ou tard. Ou vous avez sans doute déjà observé que même si le mal prend de l'ampleur, la roue finira toujours par tourner tôt ou tard. Et en fin de compte, elle ne fait que passer, cette ombre. Même les ténèbres doivent passer. Un jour nouveau viendra. Et lorsque le soleil brillera, il n'en sera que plus éclatant. Eh bien pour moi, l'explication de ce phénomène vient principalement du fait que le besoin d'amour est en expansion. Et vous vous souvenez quand je vous disais en début de vidéo que plus on avançait dans le temps, plus la culture mettait en avant notre besoin d'amour. Eh bien pour moi, l'explication de ce phénomène vient principalement du fait que le besoin d'amour est en expansion. Donc même si la science ne peut pas encore le prouver, je pense vraiment que le scénario le plus probable n'est pas celui-ci, mais celui-ci. Et si on met ensemble ce graphique avec le premier, ça donne quelque chose comme ceci. Alors, vous pouvez remarquer que j'ai fait deux hypothèses principales pour l'évolution de notre besoin d'amour. J'ai l'intention de les développer ces hypothèses, ainsi que les conséquences éventuelles qu'elles auront sur notre évolution émotionnelle. Mais ce sera pour une prochaine vidéo. Et à partir de ce graphique que l'on vient d'obtenir, on peut vraiment visualiser que le besoin d'amour est là pour permettre à l'amour de faire son chemin, malgré le handicap que la peur a dû être notre unique émotion racine pendant des millions d'années pour pouvoir assurer notre survie. Et donc, on peut très facilement prédire que plus on va avancer dans le temps, moins nous ressentirons ces peurs que l'on a depuis des millions d'années. A l'inverse, on peut aussi très facilement prédire que plus on va avancer dans le temps, plus nous ressentirons les peurs liées à notre besoin d'amour. Comme par exemple la peur de manquer d'amour ou la peur de la perte d'un être cher. Et donc en fait, certes la proportion des êtres humains à se faire la guerre va continuer de diminuer. Mais par contre, les potentiels troubles qui découlent de notre besoin d'amour, eux, vont augmenter. Un mal pour un mal, mais au moins, la vie évolue. Alors, les troubles et les dommages collatéraux causés par notre besoin d'amour en expansion, il y en a plein. Mais je ne vais pas les lister dans cette vidéo. Par contre, il y en a un qui m'intéresse tout particulièrement. Le besoin d'amour
c'est quelque chose qui est vrai pour tout le monde. Par contre, la capacité à aimer, à fournir de l'amour, c'est quelque chose qui varie en fonction des individus. Et quand une personne a des difficultés à aimer, elle va avoir des comportements toxiques et manipulateurs qui sont en réalité des mécanismes de survie qu'elle a commencé à développer pendant son enfance pour pouvoir recevoir l'amour dont elle a besoin malgré sa difficulté à pouvoir en créer. Dans ce type de situation, dans une relation de couple, même si une transaction d'amour est faite dans un sens, on ne peut pas réellement parler d'amour. J'ai une amie qui est en couple avec quelqu'un qui clairement ne veut pas qu'elle soit heureuse, qui l'empêche d'avancer dans la vie, qui l'empêche de s'épanouir, qui la dénigre même. Mais ça, pour moi, c'est pas une histoire d'amour, c'est une histoire d'emprise. Et quand une personne est littéralement incapable d'aimer, il va se produire un phénomène qui est devenu populaire en l'espace de seulement quelques années, c'est la perversion narcissique. J'ai rencontré une fille avec cette pathologie et ce fut sincèrement la meilleure chose qui me soit arrivée de toute ma vie. Si ça vous intéresse, j'ai réalisé une vidéo où j'y témoigne mon expérience et où je développe l'apprentissage que j'en ai tiré pour en avoir littéralement rien à faire du regard des autres. Ce qu'il y a d'amusant à noter, c'est que la psychanalyse reconnaît la perversion narcissique, mais que vous ne trouverez ce terme dans aucun manuel de psychologie. Pourquoi ? Parce qu'à ce jour, les scientifiques et les médecins du monde entier n'arrivent pas à expliquer avec précision l'origine de cette pathologie. Et n'arrivent pas non plus à comprendre pourquoi et comment ce trouble a pris autant d'ampleur en l'espace de seulement quelques décennies. Les causes de cette pathologie, eh bien en fait, il faut l'avouer, on ne sait pas trop. Mais maintenant, pour les causes, il y a une très grosse piste à suivre là. C'est très probablement parce que le besoin d'amour est en expansion, que nous sommes arrivés à une époque où le besoin d'amour est devenu relativement fort, et si dans cette condition un bébé reçoit beaucoup trop de peur et pas suffisamment d'amour, alors il ne pourra reproduire que de la peur et non de l'amour, et ce sera le drame. Et si à notre époque un bébé peut être amené à ne pas recevoir suffisamment d'amour par ses parents, c'est principalement parce que notre société est complètement régie par la peur. Que ce soit par la politique, les médias ou encore l'école qui va les habituer dès le plus jeune âge à être motivés par la peur et non par l'amour. Agir par la peur, c'est simplement perpétuer ce système et le réinjecter dans nos enfants comme il nous a été injecté avant eux. Je peux vous assurer que si notre société arrivait à inclure la notion d'invisible, alors elle pourrait complètement se surpasser. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Et au passage, il existe une sorte d'algorithme où les dérives que peut causer la peur sur notre besoin d'amour, et pas du tout uniquement la perversion narcissique, sont exactement ce qui rend les changements obligatoires. C'est pour cela que l'amour est en expansion, mais que son évolution n'est pas linéaire. Si je le dessine comme ça, c'est juste pour le simplifier. Alors qu'en réalité, si on zoome, vous devez plutôt retenir quelque chose comme ça. Et si vous voulez savoir, nous, en ce moment, on se situe sur une pente descendante, du genre là. Mais là aussi, je ne développerai ce phénomène que dans une prochaine vidéo. Et on arrive enfin à la dernière partie de cette vidéo. Sous quelle forme se présente l'amour? Parce que oui, d'accord, l'amour est invisible et notre besoin d'amour est actuellement immesurable. Mais si les enfants présentent des troubles, s'ils manquent d'amour, voire en meurent, alors l'amour ne peut pas être seulement une émotion. Il y a forcément quelque chose qui est à la fois invisible et quantifiable. Oui, mais ce quelque chose, c'est quoi? Et d'ailleurs, je vous invite à appuyer sur le bouton pause pendant un instant et à vous poser cette question. Sous quelle forme se présente l'amour? C'est bon? Ok, on est reparti. Alors, au tout début de mes réflexions, je pensais que l'amour était un virus. Mais pas un méchant virus dont les symptômes étaient de nous donner mal à la tête, de nous faire vomir, de nous donner mal au ventre, tout ça, non. Mais plutôt un gentil virus dont les symptômes étaient de nous donner envie d'aller vers l'autre. J'ai des palpitations. Des palpitations? Je ressens comme des frissons dans mon ventre. Comme des petites bébêtes? Oui, des papillons. Je crois que vous êtes amoureux. Amoureux? Ça existe plus, ça? Oh oui, enfin, vous avez tous les symptômes, en tout cas. Alors certes, métaphoriquement et artistiquement, c'est une jolie façon de voir les choses. Mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Reprenons l'exemple des enfants qui sont morts pendant l'expérience. Pourquoi seraient-ils morts alors qu'ils ont eu le temps au préalable de l'attraper ce virus? Donc quoi, ce serait une sorte de virus qui mourrait s'il n'y a pas d'adultes autour pendant trop longtemps? Ça commençait déjà à devenir trop tiré par les cheveux comme raisonnement. Mais comme je ne trouvais rien de mieux, j'ai fini par mettre cette question en attente.
Puis, quelques mois plus tard, je m'intéresse énormément à la physique et à l'astrophysique. Donc forcément, je m'intéresse aux travaux de Nikola Tesla, qui est considéré pour certains comme étant le plus grand génie de tous les temps. Et j'apprends qu'il a un jour prononcé la phrase suivante: « Si vous voulez trouver les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. » Oui, bah oui, forcément. L'amour, c'est une énergie. Comment j'ai pu ne pas y penser plus tôt? Et mieux encore, quand on lit son recueil « Le problème de l'intensification de l'énergie humaine » que l'on peut trouver dans ce livre, on apprend que l'expression qu'il utilisait pour définir l'amour était justement l'énergie humaine. Ce qui est quand même, avouons-le, un très gros indice qui n'a pas vraiment été exploité en l'espace d'un siècle. Un siècle, bon sang! Un pervers narcissique serait donc une personne qui n'a pas suffisamment reçu de cette énergie quand il était bébé et qui est maintenant incapable de la reproduire. Et la peur, tout comme l'amour, ne serait pas uniquement une émotion, mais aussi une énergie. Mais le truc, c'est que sur internet, vous allez certes trouver des vidéos de coachs, de moines, qui associent l'amour à une énergie. Mais par contre, à moins que j'ai mal cherché, vous ne trouverez pas d'études scientifiques occidentales associant l'amour à une énergie. Mais pour moi, ça, c'est juste que la science n'a pas encore suffisamment porté son attention sur l'amour et qu'elle n'a pas encore la technologie nécessaire pour éclaircir les secrets de l'amour. Et c'est très dommage. Et donc, aussi absurde que cela puisse paraître, je suis intuitivement convaincu que tôt ou tard, la science sortira du dogme actuel et trouvera le moyen d'observer l'amour. Vous êtes une femme de science, Brand. Alors écoutez-moi. Quand je dis que l'amour n'est pas une invention à nous, il est observable et tout-puissant. Et à partir de là, si vous saviez tout ce qui pourrait être fait, comme par exemple, vous connaissez sûrement la formule très célèbre d'Einstein, E égale mc2. Eh bien l'amour serait une énergie qui bien évidemment ne suivrait pas cette formule. L'amour serait une énergie dont la formule ressemblerait à quelque chose du genre E égale aimer. Et ce serait ouf. Il y aurait vraiment moyen de complètement redécorer les lois de la physique. Et quand on s'intéresse à l'astrophysique, mais alors là, l'amour prendrait une ampleur absolument vertigineuse et permettrait d'expliquer certains mystères irrésolus de l'univers. De toutes les choses que nous percevons, seul l'amour transcende les dimensions temporelles et spatiales. Donc au final, pour répondre à la question du titre de ma vidéo « Qu'est-ce que l'amour ?», eh bien même si j'ai conscience qu'il me reste encore quelques zones d'ombre, j'en suis arrivé à cette définition, que je vais peut-être peaufiner avec le temps. L'amour est une énergie vitale qui peut être reçue, mais qui ne se crée que dans l'acte d'aimer. Et quand je dis aimer, c'est vraiment au sens très large. Ce n'est pas uniquement envers une personne, ça peut être envers un art, un métier ou n'importe quelle activité. Alors, petite précision, si j'en suis arrivé à cette définition, c'est principalement parce que j'ai eu une approche mathématique et physique de l'amour. Parce que dans mon cerveau, je perçois les émotions mathématiquement. Je sais, c'est étrange, mais c'est comme ça. Mais si vous, dans vos réflexions personnelles, en ayant une approche peut-être plus philosophique et spirituelle de l'amour, vous en êtes arrivé à une définition différente, bien évidemment, c'est tout à votre honneur. Alors, pour terminer cette vidéo, j'ai envie de dire que j'ai l'intention d'envoyer cette vidéo à des communautés scientifiques, tout comme je l'ai fait avec ma vidéo précédente. Et j'ai envie de leur adresser un message avec délicatesse, mais aussi avec un soupçon d'insolence, je vous l'accorde. Messieurs et mesdames les scientifiques, je sais qu'il ne faut pas faire de généralité et qu'il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Mais si vous pouviez ne pas automatiquement rejeter une idée, principalement parce que vous ne la comprenez pas, ou si vous pouviez ne pas autant vous enfermer dans des normes que vous vous êtes vous-même imposées, alors vous pourriez aller bien plus loin que vous en avez déjà été capable dans notre compréhension des subtilités de l'amour, de l'évolution et de l'univers. Parce qu'accumuler de la connaissance, c'est bien, mais créer de la connaissance, c'est tellement plus excitant. T'es un télo. Ouais, ben nos cellules grises nous ont menés ici plus loin que tout autre être humain dans l'histoire. Eh ben pas encore assez loin. Alors chaque itération vise à justifier son propre bien fondé. Enfin, c'est récursif, ça n'a aucun sens. Peut-être que l'amour a un sens plus profond et que nous ne pouvons pas encore comprendre. Et voilà, j'espère que vous avez aimé regarder cette vidéo. Pour la prochaine, j'ai envie de faire une approximation du Big Bang de l'amour. C'est le nom que j'ai donné à l'instant où on a été capable d'aimer pour la première fois. Actuellement, mon approximation a un écart beaucoup trop grand et se situe entre moins 182 000 ans et moins 3,3 millions d'années, ce qui ne me satisfait pas du tout. Mais grâce à l'archéologie, aux mathématiques et à un raisonnement contre-intuitif qui n'a encore jamais été fait, il est possible de réduire cet écart à peut-être seulement quelques dizaines de milliers d'années.
Mais le truc, c'est que pour faire ce travail, cela me demande de rassembler une multitude de données que je ne peux trouver ni dans les livres, ni sur Internet. Donc c'est compliqué. Et je ne me suis pas fait rejeter ou simplement ignorer uniquement par les scientifiques, mais aussi par les instituts de recherche, les communautés de vulgarisateurs, les youtubeurs, les festivals, absolument tout le monde. Ce qui me fait beaucoup rire. Donc si ma collecte d'informations se passe bien, je sortirai ma prochaine vidéo dans 2 ou 3 mois, sinon il se peut que ça mette un peu plus de temps. Je vais voir. Dans tous les cas, si comme moi, vous aimez explorer des champs de connaissances encore inconnus, eh bien abonnez-vous, voire même appuyez sur la petite cloche pour être sûr d'être mis au courant de la sortie de mes prochaines vidéos. Je vous embrasse et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Ciao!